à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Basket Session. Alors un épisode un peu particulier parce qu'on va répondre à vos questions. Je vous l'annonce tout de suite, il n'y aura pas de CQFR du samedi prochain. Donc on fait un CQFR du samedi le mardi. Quand je dis CQFR du samedi, c'est-à-dire CQFR où on répond aux questions des auditeurs. Questions qui sont envoyées sur la boîte mail reverse. Non, cqfr.reverse@gmail.com. Je la dis plus souvent, j'ai moins l'habitude. Voilà, on va aborder plusieurs thèmes différents du coup. Écoute, Shai, je vais te passer tout de suite la parole. Très bien. On commence, les gars, cette semaine avec une question de Fabien qui nous dit « Je tiens à vous féliciter pour avoir eu la très bonne idée d'inviter Marie Patrux dans la Hoop Culture. C'est top de voir deux médias basket collaborer ensemble en parfaite harmonie l'espace d'un instant. Je reconnais qu'avant de vous connaître l'été dernier, NBA Extra était mon émission de référence. Marie a très vite repéré le potentiel de superstar de Steph Curry qu'elle surnommait affectueusement Chouchou et avait pronostiqué dans la course au MVP et l'avait pronostiqué dans la course au MVP un an avant l'arrivée de Steve Kerr et le début de l'hégémonie des Warriors. Je me souviens que personne ne la prenait au sérieux et Jacques Monclar se moquait très clairement d'elle à ce sujet. Est-ce que vous aussi, vous aviez senti l'émergence de ce phénomène en puissance à l'époque ? En plus de son palmarès, je trouve complètement dingue l'empreinte qu'il va laisser dans cette ligue, tant il a révolutionné le jeu. Il y aura un avant et un après Chouchou pour ma part. Je me souviens plus assez, mais il était déjà dans la course pour le MVP avant l'arrivée de Steve Kerr. Quand il fait la saison, il claque son match à 50 points. Il a déjà un peu au Madison Square Garden. Et alors après, est-ce qu'il était dans les favoris pour le MVP? Peut-être pas, effectivement, mais il termine avant l'arrivée de Steve Kerr. Il termine dans le top 10 MVP sûr. Il y a déjà des années où il fait top 10 MVP, mais sans doute pas dans le top 5. Il y avait ce côté un peu superstar. Après, j'avoue, de là à imaginer MVP, l'ampleur que ça a pris, je pense que non, c'était compliqué à le voir venir. Alors oui, pour répondre à la question, j'ai envie de dire oui et non. Oui, on y a cru parce que quand même, c'est un joueur qu'on suit depuis Davidson, depuis son avant-dernière saison, sa saison sophomore à Davidson. Quand on préparait l'anthologie, là, je suis retombé sur le premier truc qu'on a fait sur Stephen Curry, il était sophomore. Donc oui, on avait repéré le talent quand même, mais c'est vrai que ses blessures à la cheville à répétition en début de carrière et son physique faisaient qu'on ne savait pas jusqu'où il pourrait aller, quoi. Ils ne savaient pas, et notamment une des grandes interrogations qu'on avait, nous, c'était de savoir si une équipe lui confierait vraiment les clés de la franchise en se disant, bah oui, on va construire l'équipe autour de ce mec-là, avec ses spécificités. Pour autant, j'imaginais quand même pas que ça serait qu'il réaliserait la carrière qu'il a réalisée. Il a excédé quand même les attentes et les espoirs, mais voilà, Stephen Curry, vraiment, dès Davidson, on se disait, mais à quel point c'est... Enfin, on profitait de voir à quel point c'était rafraîchissant d'avoir peut-être une potentielle star, on ne sait pas encore si ça serait une superstar, mais une star NBA qui soit avant tout un excellent basketteur et qui n'ait pas l'espèce de super pouvoir qu'avaient la plupart de ses prédécesseurs, c'est-à-dire un physique hors norme d'athlète. Alors, c'est pas pour dire que Stephen Curry n'est pas un athlète hors du commun, c'est clairement un athlète hors du commun, mais il rentrait pas dans les standards habituels du deuxième arrière ou de l'ailier ultra athlétique. Et ça, on l'a kiffé dès le début. Je trouve que c'était impossible d'imaginer que ce serait le gars qui changerait le jeu. Qui deviendrait aussi fort, l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Pour moi, je n'avais pas cette vision-là. Par contre, joueur ultra kiffant, potentiel relève comme meilleur shooter de l'histoire ou au moins de sa génération, ça, on l'a vu assez vite. Mais avec tout ce que tu as dit, Théo, au début, les blessures, le fait qu'ils n'étaient pas sûrs même de le conserver après, parce qu'il avait du mal à enchaîner les saisons. Puis ce pari, quand même, c'était un pari finalement de le préférer à Monta Ellis, qui était quand même une petite star de la franchise à ce moment-là. Avoir cette vision-là, c'était impossible. Donc non, j'ai pas eu la vision de Curry MVP. Sur la première saison où il cartonne, je m'étais dit oui, ce sera un joueur marquant, peut-être de sa génération. Un MVP, j'étais même pas certain parce qu'il y avait quand même il y avait du monde quand même sur cette époque-là pour être MVP. Et impossible de dire ce gars-là va changer la NBA et autour de lui une équipe va se construire qui va bouleverser l'échiquier et tout le monde va devoir s'adapter. Ça, je trouve que c'est un peu la magie qu'il y a dans le sport, c'est que c'est des trucs je pense qu'on ne pouvait pas voir venir. Je pense que si quelqu'un dit aujourd'hui, j'étais certain que Curry, ce serait l'un des 10 meilleurs joueurs du monde de tous les temps, peut-être un des 15 même, je pense que c'est un gros menteur. Même à l'époque de la draft, il suffit de voir comment les équipes ont agi par rapport à lui. Non, je n'ai pas vu venir. C'est vrai qu'il faut reconnaître à Marie qu'elle a très 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 tôt été dans le bus, dans le wagon Steph Curry et qu'elle a bien fait. Et au-delà de Steph Curry, moi
quand même vite cru fort dans cette équipe des Warriors. Ouais. Même avant l'arrivée de Steve Kerr. Il y a une année là où en playoff, ils croisent la route des Nuggets qui avaient fait une excellente saison régulière. Je me rappelle plus précisément du classement, mais je pense que les Nuggets étaient au moins dans les 3 premiers à l'Ouest. Les Warriors avaient gagné, j'avais pas du tout été étonné. Pour moi, c'était vraiment une équipe qui allait surprendre du monde. Derrière, ils se font sortir par les Spurs, je crois, mais je me demande si ça va pas peut-être à un 7e match ou match. En tout cas, en 6. Ou en 6. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça se joue. C'est vraiment une série accrochée. Et de la même manière, quand il y avait les rumeurs de trade de Klay Thompson pour Kevin Love, moi je me rappelle que j'étais pas du tout pour qu'il sépare le duo Stephen Curry-Klay Thompson, parce que tu sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer du côté des Warriors. Et malgré les Charles Barkley et autres qui t'expliquaient que jamais une équipe de jump shooter pourrait être champion NBA, tu sentais que c'était pas juste un feu de paille cette équipe des Warriors. Et c'est vrai que ce qui a été impressionnant, c'était de voir une fois que Steve Kerr finalement a réussi à débloquer l'attaque de Golden State, parce qu'avec Mark Jackson avait bâti une grosse défense. Ils avaient une belle assise défensive. C'était vraiment offensivement que ça tirait pas le meilleur de tout ce qu'il y avait à exploiter. Et c'était impressionnant quand même de voir. Ça a coïncidé avec l'arrivée de Steve Kerr, mais le fait aussi que les Warriors avaient pu accumuler de l'expérience avant son arrivée, ils ont passé la démultiplier. Mais même sur la saison rookie de Stephen Curry, les Warriors n'étaient pas sûrs, hein, parce que par exemple, si de mémoire, c'est Tyreke Evans qui termine rookie de l'année. Oui. Et si tu prenais les stats uniquement sur la deuxième partie de saison, le moment où les Warriors avaient commencé à donner plus de responsabilités à Stephen Curry, c'était à mon avis déjà à l'époque probablement lui le rookie de l'année potentiel. Il y avait une course à 3 avec Brandon Jennings, Tyreke Evans et Stephen Curry. Donc même du côté des Warriors, je pense qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure du bijou qu'ils avaient. Et heureusement que Curry a réussi à régler ses problèmes de cheville une bonne fois pour toutes, parce que finalement, une fois que c'était réglé, ça n'a plus jamais été quelque chose d'handicapant pour lui. Ouais. Question suivante de William. J'ai commencé l'année dernière à 28 ans à jouer au basket régulièrement sur des playgrounds et je souhaite vraiment m'améliorer pour ne pas être constamment une plaie pour mes coéquipiers. Lors d'un des derniers CQFR, Antoine a mentionné Mike Dunn comme coach de shoot et j'ai ainsi pu regarder sur YouTube une masterclass très intéressante sur le shoot. Dans la même veine, avez-vous s'il vous plaît d'autres noms de chaînes à suivre pour avoir des conseils, même très basiques? Je n'ai pas eu de formation basket, donc tout me sera utile sur d'autres domaines du jeu. Antoine, éclaire-nous de ta longueur. Oui, alors j'en ai un paquet, mais je vais citer déjà quelqu'un de chez nous, plus ou moins, mais Fred Young en fait. Better athlète, hein. Et en plus, il n'y a pas que du basket, je pense qu'il y a des conseils. Déjà, Fred a fait le tir, il a dû faire le dribble, il a dû faire pas mal d'aspects fondamentaux du jeu, mais il y a aussi des trucs pour la préparation physique. Après, je peux te donner un autre français, je ne suis pas sûr du nom exact de la chaîne, ça doit être Coach Matisse. Je vais essayer de regarder en même temps. C'est quelqu'un qui a été à la Spire Academy comme la Melo Ball. Qui se lance un peu il se lance, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sur YouTube. Il a des vidéos sympas aussi à aller checker, parce qu'il a même des vidéos courtes, il n'y a pas que des vidéos longues, donc si vous voulez des vidéos courtes, je pense qu'il y a de la muscu, pareil, il y a plein de stratégies, il y a même des trucs un peu plus mental d'approche du jeu. Alors là, c'est pour ceux qui jouent en club, notamment comment ne pas tout voir à travers le prisme des points, etc. Donc, Coach Matisse. Après, sur le shoot, moi, je dirais que sur le shoot, je suis Mike Dunn, c'est mon gars, mais il y en a plein d'autres, en vrai. En vérité, il y en a plein d'autres, et il y a des anciens coachs NBA, et j'essaie de retrouver le nom d'un coach chauve, et évidemment, j'arrive pas à retrouver son nom. C'est un coach NBA chauve, mais bon, je suis désolé, je retrouve pas son nom là, comme ça, mais il y en a un paquet. Ouais, par contre, il y en a à éviter aussi, j'y pense maintenant, sur le shoot. En fait, à éviter. Ça dépend des sensibilités de chacun, mais je remarque qu'il y a pas mal d'Américains. Il y en a quand même, surtout quand après tu commences à. Bon, de toute façon, il n'y a jamais une vérité sur le shoot, mais quand tu commences à écouter de plus en plus de mecs très pointus, très spécialistes, et que des fois tu retombes sur d'autres vidéos, je me rends compte qu'il y en a où c'est très adapté clic plus que nécessairement. Donc sur le shoot, c'est à se méfier, voilà. Mais voilà, bref. Voilà ceux que je connais. J'en ai sans doute d'autres, mais qui m'échappent là pour l'instant. Ouais, si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est moi je conseillerais de jouer le plus possible en fait, parce que les exercices c'est bien, mais il faut qu'il y ait un contexte pour que ça soit vraiment payant. Et donc même s'il y a des exercices de tir par exemple de répétition, moi je conseillerais d'essayer de le faire avec un pote qui peut venir soit gêner légèrement sur le tir ou forcer à pas prendre 2 tirs systématiquement de la même manière de suite, pour que ça soit des choses réplicables derrière. Et ouais, je pense vraiment limite où aller jouer en se donnant un petit défi personnel, tu vois, tu vas jouer en 3-3 et tu dis bon bah aujourd'hui je vais essayer de travailler tel ou tel aspect de manière à ce que les choses soient mises en contexte, parce que après
des mecs qui sont forts face à des cônes ou sans défenseur, il y en a plein, mais c'est vraiment autre chose après de pouvoir se servir de ça en situation de match. Et moi, j'ai une question en tant que novice aussi. On est d'accord que les vidéos sur lesquelles je tombe avec des mecs qui balancent, qui frappent les joueurs avec des frites et qui lancent des trucs invraisemblables pour répliquer le contact avec des joueurs, on est d'accord que c'est totalement bidon. Bah, comme le truc de... Damien Lillard avait fait une vidéo hilarante pendant, je crois que c'était pendant le Covid ou un truc comme ça, de trucs comme ça. En fait, c'est bidon, oui et non. C'est-à-dire que je pense que on peut s'inspirer de ce qui est fait au plus haut niveau, mais par exemple, quand tu vois des vidéos de, je sais pas, la routine de Stephen Curry ou de je sais pas, Paul George, parce que je me rappelle avoir vu des routines de manipulation de ballon, des choses comme ça, il faut bien savoir que ça, c'est une partie de leur entraînement et qu'à côté de ça, il y a de l'entraînement en situation, il y a la répétition des matchs qui est énorme. Ils ont une telle expérience qu'ils savent aussi travailler un détail précis de leur jeu et ils auront l'opportunité de l'appliquer ensuite dans la totalité de leur jeu. Mais je pense pas que ça soit la même chose quand toi, tu es novice ou amateur, simplement comme nous, que tu as un temps d'entraînement qui est limité. Si tu t'entraînes, tu peux t'entraîner autant que tu veux à manipuler le ballon tout seul, à faire des dribbles sur place. Je dis pas que c'est inutile, mais ça te garantira pas d'arriver à passer ton défenseur. Et le plus important, et c'est vraiment vers là que va l'essentiel du développement de joueurs, il y a la différence entre la prise de décision et l'utilisation de l'outil. Je vais donner un exemple que je trouve basique, mais que je trouve assez bon. C'est si tu sais à merveille te servir d'un tournevis et que tu sais à merveille te servir d'un marteau, mais que tu sais pas dans quel cas il faut se servir soit d'un marteau, soit d'un tournevis, ça te sert pas à grand-chose. Et qu'en fait, en réalité, mieux vaut savoir à quel moment tu as besoin d'utiliser l'un ou l'autre, et de ne pas savoir t'en servir à merveille, mieux vaut que tu prennes la bonne décision. Et donc, la prise de décision, elle est liée au fait de s'entraîner ou de jouer en contexte avec de la défense, des partenaires. Ça peut être en 2 contre 2, 3 contre 3, 1 contre 1, ce que tu veux en fait. Mais je pense que c'est important qu'il y ait du contexte dans l'apprentissage des skills. Question suivante de Camille. L'Eurobasket féminin vient de se terminer. Je suis belge et aux anges après le finish incroyable des Belgian Cats en finale. Au début de la compétition, je pensais vraiment voir une finale France-Belgique. Nous aussi. Mais quelle tristesse ça a été ces 2 derniers matchs de l'équipe de France. Comment est-ce possible de marquer 18 points dans une mi-temps dans un match pour une médaille dans un euro? Aucune animation offensive, aucun système ou bon call appelé par le coach. La Belgique avait pris Valérie Demory en 2021. Changement pour Méziane en 2022 avec les résultats qu'on connaît. 2024, il part. La Belgique embauche Mike Thibault, coach légendaire de WNBA, et on est double champion d'Europe. La Belgique, l'Espagne, l'Italie, qui ont toutes les deux quasi toujours des coachs qui ont l'air de tirer le max de leur effectif, chez les mecs ou chez les filles, avaient un minimum de fond de jeu, mais l'équipe de France a montré tant de limites sur des défenses placées. Toupane est un coach dont la philosophie est de défendre fort, jouer vite avec de la liberté de création en attaque. Il n'avait aucune expérience dans le basket féminin et ça fait déjà 4 ans qu'il coach l'équipe nationale. Même s'il y avait des absents, que certaines joueuses n'ont pas été au niveau, ça laisse tellement l'impression que l'équipe n'a pas été mise dans les bonnes dispositions pour les matchs qui comptent, que voici ma question. Comment expliquer la ligne directrice et les choix de coaching de la fédération ces dernières années? Est-ce un choix d'identité, de l'incompétence, de la malchance, du sabotage? Je n'arrive pas à comprendre ce que fait la Fédé de manière générale dans sa gestion des joueuses, les choix des coachs et l'absence de trophées gagnés malgré des effectifs souvent favoris. Alors, c'est une vaste question. Une vaste question qui est complexe. Il faut savoir effectivement que la fédération, dans son ensemble et globalement, préfère faire émerger sur ces équipes-là des gens qui sont issus de son sein, donc des coachs fédéraux plus que des coachs de club. Alors, il y a eu des exceptions, notamment chez les garçons, où il y a eu Vincent Collet qui avait déjà une carrière, qui avait déjà été champion de France en tant que coach en club. Même chose pour Claude Bergeau, pour d'autres. Mais là, c'est vrai que chez les filles, c'est quasiment toujours, hein, tu me dis si je me trompe, Shai, des gens qui sortent du giron fédéral. Derrière, sur la philosophie défensive qui est prônée par le coach Toupane, je pense il a raison. C'est une des forces de toutes les équipes de France et je pense qu'on a les joueurs et les joueuses pour développer du jeu défensif de premier ordre. Mais simplement, je sais que la défense fait gagner des titres, mais on a un niveau maintenant où ça suffit pas en fait. Si on regarde l'Espagne,
qui a défendu très fort. J'ai beaucoup aimé, moi, le jeu des Espagnols. Elle défendait très fort, mais il y avait aussi énormément d'animation offensive. Tu peux pas tout axer simplement sur une défense de fer, du moins pas au plus haut niveau. Alors certes, il manquait des joueuses, mais je rejoins un petit peu l'avis qui est donné là. Ça n'excuse pas tout, ça n'explique pas tout. Peut-être excuser, c'est peut-être un mot fort. En tout cas, ça n'explique pas tout. Et je pense qu'il y a plus à faire. Le problème, en fait, que j'ai trouvé, mais je suis curieux d'avoir ton avis, Shai, là-dessus, c'est qu'effectivement, si tu te dis, tu prends l'effectif qui était celui des Bleus sur cette compétition, partir sur une forte défense, c'est une bonne option. D'ailleurs, sur les 2 matchs où Ahmed Deroust, leur défense était impressionnante. Mais derrière, c'est une équipe qui manquait de création offensive. Quand même, dans le talent, dans le profil des joueuses, il n'y avait pas tant de créatrices que ça. Et donc, derrière, la difficulté, c'est si tu les fais pas jouer ou que tu mets pas en place des formes de jeu qui permettent de gommer ce manque de création offensive, c'est très difficile. Et là, je trouve que c'est un petit peu ce qu'on a vu, notamment sur les 2 derniers matchs, et encore plus sur le match pour la médaille de bronze. Je trouvais que c'était encore plus... ça sautait encore plus aux yeux. Les filles se sont données, par contre, hein, je pense que Shai on était tellement déçus que peut-être nos propos après le match ont été mal compris. Les filles, elles se sont données à l'image de Berniès, qui a été exemplaire en défense sur la fin de match. Elle va voler des ballons. Les filles se sont données, c'est pas ça. Mais par contre, je pense qu'effectivement, ça manque régulièrement depuis longtemps, je trouve, quand même, de principes offensifs qui permettent de débloquer des situations ou de permettre aux joueuses de tirer le meilleur de leur potentiel. Juste 2 secondes, Shai, avant que tu répondes. C'est quand la dernière fois qu'on a eu une équipe de France masculine ou féminine qui pratiquait vraiment qui avait vraiment un fond de jeu en attaque, une animation très marquée? Ouais, mais c'est pour ça. Ça remonte à quand, en fait? C'est pour ça que le problème, il n'est pas nominatif sur une personne en particulier. Ouais. Beaucoup de gens tirent à boulet rouge sur Jean-Aimé Toupane, et j'ai mes critiques à émettre aussi, et je ne suis pas certain que ce soit la bonne personne actuellement, mais tu as raison, le problème, il est plus, c'est un problème de fond, c'est quasiment un problème de formation, de philosophie, de choix fait par la fédération sur les personnes qui sont en charge des choses. Donc oui, mais on ne peut pas dire que c'est la catastrophe à chaque fois, parce qu'il y a des médailles, il y a un vivier de joueurs et de joueuses qui est incroyable, et qui devrait justement permettre au basket français d'avoir peut-être plus de titres. Mais tu as raison, oui, c'est peut-être pas l'ADN, mais sans que ce soit l'ADN d'avoir un jeu du basket champagne, ça peut pas être ça. À chaque compète ou presque, il y a ça, il y a des limites, une espèce d'impression qu'il n'y a pas les certitudes qu'ont les autres équipes, même quand elles ont 4-5 absentes. Les Espagnols dont tu parlais, Théo, il leur manquait des sacrées joueuses, et parmi les meilleures du pays. Toutes les nations, à part la Belgique dans ce tournoi, c'était comme ça. Dans d'autres tournois où les Bleus ont échoué en finale, demi-finale, quart de finale, peu importe. C'est ça qui est frustrant. Et pour revenir sur le choix du coach, ça avait été surprenant un peu à l'époque, parce que Jean-Aimé Toupane n'avait jamais coaché de filles. Attention, c'est un bon coach, c'est un très bon coach même, dans certains contextes. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont défendu, même Evan Fournier l'a défendu. C'est quelqu'un qui a fait des très bonnes choses, notamment avec les U20 à l'époque, je crois. Donc c'est pas pour dire c'est un incompétent, attention, hein, mais c'est pour dire que dans ce contexte-là, avec les besoins, les spécificités qu'il y a, parce que on peut dire ce qu'on veut, coacher des filles professionnelles ou non et des mecs professionnels ou non, c'est pas la même chose, et tous les coachs le disent. Et je sais pas si aujourd'hui, quand on voit les prises de parole dans les temps morts, quand on voit l'absence de remise en question dans les analyses des matchs, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne, ou même qu'il faille prendre quelqu'un du sérail, peut-être qu'il faut, comme le soulignait Camille, prendre quelqu'un vraiment de l'extérieur, quitte à ce que ce soit un coach étranger, avec des idées nouvelles. Il y a plein de nations qui l'ont fait, et c'est pas déshonorant. C'est un ensemble de choses, et c'est pour ça que je veux pas que ce soit juste Jean-Aimé Toupane le grand responsable. Il y a aussi dans les plus hautes sphères, on a émis nos critiques aussi à un moment sur Céline Dumerc, la façon dont elle a géré certains dossiers, sur le président et même le nouveau président. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une analyse et un bilan vraiment très global à faire, je pense, et on dit pas que c'est qu'on est les plus nuls d'Europe et que c'est dramatique. On dit juste que comment dire, le potentiel n'est pas suffisamment exploité, et les joueuses, pour moi, les 3/4 du temps sont irréprochables dans le temps qu'elles donnent à la sélection, dans la façon dont elles appliquent les consignes autant que possible, et la philosophie qu'on leur demande de pratiquer. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. Et pour revenir sur le cas de Jean-Aimé Toupane,
moi, parfois, mes interrogations tenaient plus aux rotations finalement qu'aux formes de jeu. Parce que ce dont il faut avoir aussi conscience, c'est que quand tu es sélectionneur national, tu as très peu de temps. Tu as très peu de temps pour mettre en place des choses. Tu vas pas pouvoir développer une identité de jeu vraiment forte rapidement. C'est pour ça que quand on parle de l'Espagne, quand on parle de la Serbie, si on parle de la Lituanie, si tu regardes en fait leurs équipes de jeunes, elles jouent sur les mêmes formes de jeu en fait. Elles ont une identité forte. Nous, notre identité forte, c'est la défense. Parce que je vais faire un raccourci, mais c'est peut-être aussi ce qui est le plus facile à mettre en place. C'est le plus court chemin quand on a des athlètes comme ceux dont dispose la France pour avoir des médailles en jeunes. Et moi, je reviens toujours à ces questions-là. C'est en jeunes, sur les sélections même dans les clubs, sur les sélections même pour les sélections locales ou etc. Il y a quand même toujours ce prisme de passer avant tout et de favoriser avant tout les grands gabarits ou les gabarits hyper athlétiques. Et moi, je continue de penser qu'on laisse sur le côté tout un tas de joueurs et de joueuses qui ont de la créativité, qui ont du sens du jeu, qui ont du QI et qui finalement se retrouvent pas dans ces filières-là. Et derrière, dans le jeu qui est proposé, c'est quand même un petit peu de la championnite où on se dit, et d'un côté, on peut s'enorgueillir. En jeune, on fait quasiment tout le temps des médailles. Là, avec les équipes seniors, moi, je me rappelle d'une époque, on faisait pas de médailles. Là, quasiment chaque compétition, là, on en parle. On finit 4e, c'est un drame, parce qu'on est aussi habitué à faire des médailles. Donc, je dis pas qu'il y a tout acheté, en fait, dans la formation. Je dis pas que tout est acheté non plus dans les sélections. Mais c'est vrai que, voilà, je reviens... La Belgique joue formidablement bien, mais en fait... Et bravo à elles sont championnes d'Europe. J'ai rien à redire. Mais c'est vrai que, tu vois, sur l'Espagne, en fait, c'est hyper marquant parce que tu reconnais, en fait. Tu regardes une équipe d'Espagne jouer, tu reconnais la marque de fabrique, quoi. Que ce soit garçon, fille, quelle que soit la catégorie d'âge, ils vont se taper, ça va défendre dur, ça va essayer de voler des ballons. Et offensivement, il y a des tas de choses, en fait, dans la prise de décision. On en revient un petit peu là, où les filles à différents postes peuvent prendre la décision de faire telle ou telle action. C'est ça, moi, que je trouve marquant. Et je pense que la question, elle tourne pas simplement autour de Jean-Aimé Toupane. C'est vraiment une question de fond sur la formation globalement en France. Et aussi, et j'insiste là-dessus sur la sélection. Et honnêtement, le plus dingue, moi, je trouve, c'est quand même dans des petits clubs, en fait, des petits clubs, tu vois qu'il y a un accent qui va être mis sur « Ah, mais oui, mais il y a un grand, bah, on va prendre le grand, t'es en équipe de U15, ah, mais il vient d'un autre club, mais c'est pas grave, oui, mais le petit qui est avec nous depuis Benjamin, ouais, mais il est encore petit, non, on va prendre l'athlète. » Ça, c'est dans tous les clubs, en fait. Et pour moi, c'est un non-sens complet. Et je continue avec cet exemple de l'Espagne, parce qu'en fait, quelles que soient leurs équipes, elles passent pas le cap. C'est pas leurs qualités athlétiques surdimensionnées en fait qui font que c'est des joueurs et des joueuses extraordinaires. C'est que il y a un moment où on leur a laissé la place à différents types de formats et de profils de joueurs et de joueuses pour qu'ils puissent s'exprimer. Et parfois, certains sont allés jusqu'au très haut niveau. Et moi, c'est ça que je jalouse un petit peu. C'est ça qui m'embête un petit peu. Alors certes, on en voit beaucoup de joueurs en NBA, on en voit beaucoup de joueuses de plus en plus en WNBA. C'est très bien, on fait des résultats en équipe de France, c'est très bien. Mais voilà, je me dis quand même qu'il y a des gens qui ont été mis sur le côté, qui auraient peut-être certainement pu aider à ce qu'on ait un jeu un peu plus créatif peut-être. Et surtout des résultats, en fait... Aujourd'hui, je suis désolé, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Une équipe de France féminine qui fait top 4, top 3, c'est pas un bon résultat. Je suis désolé. En fait, une équipe féminine de basket qui fait top 4, c'est heureusement, en fait. L'écart dans la compétition est tel qu'heureusement que tu fais top 4. Heureusement même que des fois tu fais beaucoup de médailles. Aujourd'hui, une équipe de France, elle doit arriver viser le titre. Elle doit viser le titre des compétitions. Évidemment, c'est différent les Jeux Olympiques. Et encore, on a vu que c'est pas passé loin d'ailleurs l'été dernier. Bien sûr qu'on a des résultats, mais on peut pas se cacher derrière nos médailles, en femmes comme en hommes, en fait. À un moment, et je partage à 1000% tout ce que tu as dit, Théo, c'est même très frustrant, c'est de se dire, nous avons toutes ces qualités-là. Nous avons réussi. Bien sûr qu'il y a du bon dans la formation. Bien sûr qu'il y a du bon dans la formation des individus quand on voit le nombre de joueurs qu'on envoie au plus haut niveau en NBA, en WNBA. Bien sûr qu'il y a des atouts, bien sûr que c'est bien d'avoir bossé cette défense. Je vais reprendre ce que tu as dit au tout début. La défense, ça fait gagner, mais aujourd'hui, le niveau du basket est tel, du niveau du basket international, c'est un sport qui évolue comme tous les sports, on voit que dans tous les sports, les athlètes sont de plus en plus talentueux dans leur sport. Aujourd'hui, il faut que tu maîtrises d'autres aspects. On n'est plus dans les années 90. La page, elle doit être mise à jour, en fait. Et aujourd'hui, pour gagner,
il faut aussi créer ce dont tu parles. C'est-à-dire que l'Espagne, elle a une philosophie de jeu qui date pas d'hier. Bien sûr que c'est long, mais il faut qu'on commence à le mettre en place. Il faut qu'on commence à le mettre en place maintenant, parce que sinon, tous ces profils athlétiques dont on parle, cet écart athlétique, il se réduit. Il se réduit. Les Allemands, ils ont des joueurs de plus en plus athlétiques. Les Espagnols, ils ont des joueurs de plus en plus athlétiques. Sauf que eux, en plus, ils ont le fond de jeu. Et un jour, si on continue, bah alors oui, on a tellement d'individus. On a une jeunesse dorée a priori en France, autant en hommes qu'en femmes, mais on doit se méfier en fait. On ne peut pas se contenter de ces places d'honneur, on ne peut pas se contenter de ces médailles de bronze, on ne peut pas s'en contenter. Je veux pas, c'est exagéré aussi, tu ne peux pas tout gagner à tous les coups, mais on ne peut pas juste, par exemple, tu vois, sur nos dernières générations, au final, on a très peu de médailles d'or, on a très très peu de titres, et on peut se féliciter des places d'honneur, on peut s'en féliciter, mais en réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, on aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu faire beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on doit taper sur tout et être des ingrats. Bien sûr qu'il faut se féliciter aussi des résultats, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a la place pour faire mieux. Et comme tu l'as dit, l'équipe d'Espagne, pour moi, c'est le meilleur exemple, parce qu'il y a des générations, ils ont moins de talent, mais eux, dans la durée, ils seront toujours là parce qu'ils ont des principes de jeu. Et nous, on est là dans une génération, on a plein de talents, mais si on ne construit pas quelque chose de solide, on va juste pas gâcher ses talents. C'est tous des mecs et des femmes qui sont partis pour avoir des super carrières individuelles. Mais on va pas gagner autant que ce qu'on pourrait gagner et on va pas susciter le même engouement que ce qu'on pourrait susciter et on va pas faire grandir notre sport autant que ce qu'on pourrait le faire grandir. Et il est temps que, sérieusement, la fédération, qui, encore une fois, comme vous l'avez tous les deux dit, fait aussi des choses très bien, prenne clairement ça en compte. On est dans une nouvelle époque. Il faut construire des plans de jeu qui vont des jeunes jusqu'aux adultes et qui intègrent les clubs. Ce que tu as dit sur le physique, c'est le nombre de fois où le physique est privilégié sur le skills, à n'importe quelle échelle, c'est assez incroyable. Mais là, le problème, c'est que l'analyse, c'est de dire il manquait un tel, ou on a oublié qu'on n'était pas une équipe qui shootait. Enfin, c'est ça qui est un peu désespérant. Et c'est ce que je reproche au coaching staff et tout ça. Mais bon, bref, c'est un vaste sujet. Il y aura une analyse, comme ils ont dit, de l'échec avant la prochaine Coupe du Monde et on verra si ça changera quelque chose au niveau du staff. Spoiler, à mon avis, pas du tout, parce que ça va vivre sur la médaille d'argent au JO, qui était un très bel accomplissement, hein, attention, mais c'est pas suffisant à mon sens. On n'a pas non plus gagné l'Eurobasket féminin 2023 hein, dans ce cas-là. Hein. On n'était pas non plus en finale, tu vois. Les absents, c'est facile. Alors oui, là maintenant notre équipe est meilleure, il manque des absents, oui, mais bon, quand on est au complet, on ne gagne pas non plus. On n'est pas passé près au JO, c'est sûr, mais on n'a pas gagné non plus l'Euro 2023. Hein. Ouais. Mais par contre, ce qui est encourageant malgré tout, c'est qu'on voit aussi le réservoir dont on dispose maintenant, en garçon comme en fille. Où avant, en garçon, s'il te manquait tes deux meilleurs joueurs, tu savais que c'était mort. Maintenant, on voit qu'il y a tellement de talent que tu peux continuer d'être ambitieux et de viser la plus haute médaille possible à chaque fois. Et juste pour terminer, alors je sais pas si c'est... Parce que vraiment, je veux pas renier quand même toutes les médailles qu'on a pu gagner, même si c'est pas la même chose que de gagner un titre, que ce soit en jeune ou en senior. Mais... Et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je ne peux pas parler d'expérience. Mais en France, c'est vrai qu'il y a un entre-soi qui est assez fou, même à des niveaux très amateurs, et une espèce d'auto-congratulation permanente que je comprends pas et qui m'horrifie parfois. Et je pense que ça sclérose énormément le basket français. Ouais. Vaste sujet. On change. Un podcast. Ouais, c'est ça. On change de thématique. Question de Paul. Suite au renvoi de Masai Ujiri juste après la draft, je me suis posé cette question. Avec le trade de Luka cet hiver, les renvois des différents coachs avant les playoffs ou les Knicks qui n'en ont toujours pas, l'impression donnée est que les franchises ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Ce qui est surprenant étant donné qu'elles doivent être quand même bien conseillées. Ma question donc, est-ce que les franchises savent vraiment ce qu'elles font ? Et on comprendra plus tard, ou juste leurs décisions sont-elles prises à la va-vite ? En d'autres termes, qui est le con dans l'histoire, les instances NBA ou nous ? Je pense que... Ah, vas-y Théo. Juste un truc, effectivement, en préambule sur Ujiri, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi t'attends d'avoir fait la draft pour changer de GM et de président des opérations basket. Pardon, non, il était président des opérations basket, c'est ça, hein, je sais pas ce qu'il y a un GM. De toute façon, il faisait tout à Toronto, Masai. Là, c'est le truc que j'ai pas compris, parce que c'est pas qu'il a été viré, c'est qu'il a pas été renouvelé finalement. Il arrivait en fin de contrat, si je me trompe pas. C'est ça, hein. Non, si, il leur restait un an. Il lui restait un an et ils sont séparés d'un commun accord, il me semble.
Ok, moi j'ai pas compris le timing en fait. Je me dis, si tu fais ça dès la fin de saison, comme ça tu as déjà quelqu'un derrière qui va faire les choix qui iront avec l'avenir de ta franchise. Mais tu as une idée, Antoine, tu disais? Ouais, sur les Raptors, parce que j'allais dire, les franchises, en fait, on, on devine quand même à peu près ce qu'elles visent. Alors, il y en a, les Pelicans, là, ce que Joe Dumars fait, j'en ai pas la moindre idée. Et j'ai l'impression qu'il est bloqué en arrière. Mais bon, peut-être qu'on va voir. Mais souvent, en réalité, on peut ne pas être d'accord, mais on peut voir la direction. Et je pense que Toronto, quand on dit, un peu facilement on dit ça n'a aucun sens, parce que pour nous, on n'est pas d'accord, mais en fait, Toronto, il y avait une logique, c'était de ramener une star, de ramener une superstar. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont attendu, c'était de voir. Il avait finalement, la draft, c'est le moment propice généralement pour faire un deal. Donc, il avait jusqu'à la draft pour tenter de valider son deal. Je pense que Ujiri, sa tactique sur les derniers mois, ça a été d'accumuler des assets pour être à la course à un gros poisson. Toronto était constamment cité sur chaque superstar. Je pense que même le trade de Brandon Ingram, il rentre dans cette logique qui est soit de se dire on a notre deuxième star, soit c'est un atout, soit c'est... Il y avait toujours ce truc de avec le pic, si on met le pic avec R.J. Barrett et machin, et puis au final on voit Kevin Durant il part pour pas tant que ça, tu vois. Je pense que l'objectif était ça, c'était de voir jusqu'à la draft où Toronto avait le 9e choix, de voir s'il était capable de deliver, je vais le ressortir en anglais, ce qu'il a parfois réussi à faire. Et là, passé la draft, les dirigeants ont fait non, mec, c'est mort en fait. Et à partir du moment où on a conscience que Giannis il va pas bouger non plus, voilà, c'est mort. C'est ça, parce que en fait, je me dis, mais quelle star ça aurait été pour Toronto? Parce que Kevin Durant aux Raptors, ça change pas la donne. Hein. Ça change pas la donne sur le terrain, mais on connaît pas la logique de la franchise derrière au niveau du marketing en fait. Tu vois, par exemple, sur ça, on sait pas en fait sur quelle est l'ambition exacte de la franchise en tant que telle. Est-ce que c'est d'être compétitif? Est-ce que c'est d'exister? Pardon, vas-y. Parce que non, pardon, c'est moi qui t'interrompais. Mais si c'est pour Giannis, je comprends. Mais dans ce cas-là, si t'es les Bucks, tu veux Scottie Barnes en fait. Sinon, tu dis non, je raccroche. Je vais appeler une autre équipe. Donc en fait, c'est ça en fait où je comprends pas pour Toronto. Mais c'est pas la première année où on comprend pas en fait. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu un temps de retard sur tous les deals qu'ils ont passés. Van Vliet, il part sans aucune compensation. Le trade finalement de Pascal Siakam, il arrive super tard. Ils ont refusé je sais pas combien de trades pour Odio Anunoby. Au bout du compte, ils récupèrent... Très bien, R.J. Barrett et Emmanuel Quickley, tu vois, c'est des bons joueurs, mais c'était pas non plus le package qu'ils espéraient avoir. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment très très mal géré l'après Kawhi, et c'est pas que cette année où on comprend pas bien où ils vont. Et là, je t'avoue que le laisser gérer la draft, t'as certainement raison, Antoine, mais je comprends pas bien. Je comprends quand même pas bien la logique, quoi. Mais il y a une partie des actionnaires, parce que ça a été, les parts ont été, ça a changé ces derniers mois, et donc la personne, le groupe qui détenait 37% des parts l'a beaucoup défendu, et le groupe qui possédait le reste et qui finalement a acquis 75% là depuis quelques mois avait voté contre sa prolongation précédente, visiblement déjà. Ah bah oui, donc son sort était probablement déjà entendu, mais ça change pas la question du timing. Parce que là, il lui restait vraiment 1 an de contrat. Il allait entamer sa dernière année là. Et peut-être qu'Antoine a raison et qu'il voulait voir s'il allait pas pouvoir sortir un lapin de son chapeau façon Kawhi, mais c'est fou quand même parce qu'Ujiri, je trouve qu'il est passé en quelques années de mec le plus convoité. On se rappelle qu'on disait que les Knicks allaient faire un pont d'or pour le faire venir avec un trade et un salaire qu'on n'avait jamais vu. Au final, il était resté. Et avec les choix des dernières années, le fait que c'est redevenu une équipe un peu plan-plan dont on savait pas trop ce qu'elle voulait faire, sa cote, elle a baissé. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il va faire Ujiri. Parce que est-ce qu'il y a beaucoup de franchises qui ont besoin d'un GM comme ça, avec cette réputation et ce niveau de salaire probablement aussi quand même, je pense qu'il demandera beaucoup. C'est comme quoi parfois ça tient à pas grand chose entre t'es le roi de la ligue t'es pas personne, mais peut-être pas le plus convoité maintenant. À l'image de ses trades, comme a dit Théo, il a trop tardé. Lui, pareil, il a raté le coche en fait. Il a raté le coche sur cette offre de New York. Après, j'allais te dire, il y a peu de chances qu'on le revoie en NBA. Joe Dumars a été embauché par les Pelicans. Ouais. Et puis Masai Ujiri a quand même son CV comme bien plus propre que celui de Joe Dumars au moment où il a été débarqué des Pistons. Je pense que Masai, il y a de bonnes chances qu'on le revoie malgré tout. Je parierais plus sur le fait qu'on retrouve Masai plutôt que Joe Dumars se retrouve à nouveau décisionnaire d'une équipe à un moment
à un tel moment en fait de son histoire quoi. Pour les Pelicans où c'est vraiment un moment clé quoi. Masai, il est souvent en Europe aussi. Il était allé scouter pas mal à l'époque, Victor notamment et d'autres joueurs français. Moi, je serais pas, j'ai absolument aucune information sur le sujet, mais je regarderai du côté du projet NBA Europe, à mon avis, ou peut-être avec la Ligue en Afrique aussi. On sait quand même que c'est un Nigérian. Je pense qu'il restera. Il a quand même une bonne cote. Il a fait des choses assez incroyables. À Denver, déjà, il ne faut pas oublier qu'il avait fait du très beau travail à Denver et ensuite à Toronto. Quand même. Donc, comme on a dit, on va le revoir. Il sera pas brocardé, je pense. Il a quand même. Voilà. C'est dommage d'être allé scouter Victor Wembanyama pour refuser de tanker pour finir 9e à l'Est quand même. C'est pas faux. Mais pour répondre à la question plus générale, en fait, c'est vrai que on n'a pas toutes les informations. Nous, on ne sait pas tout ce qui se trame. Là, ce dont tu parlais, tu vois, je l'avais même pas du tout en tête, les différents actionnaires des Raptors. Par contre, ce que je trouve inquiétant parfois, c'est quand tu te dis de ton canapé de France, tu te dis mais ce deal, ça n'a aucun sens ça. Et que 1 an plus tard, tu dis bah non, effectivement, ça avait aucun sens, j'avais raison. Alors que les mecs ont des moyens pas possibles quand même à disposition. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Et sur la vision, c'est une chose parce que tu vois, par exemple, Nico Harrison, en fait, je continue de pas comprendre qu'il ait fait ce trade pour Luka Doncic. Parce que je suis pas d'accord avec son point de vue, mais je comprends ce qu'il dit, tu vois. Enfin, je comprends ce qu'il dit. Juste, je pense qu'il se trompe. Mais ça, c'est une différence d'avis. Mais il y a certaines franchises où tu comprends pas du tout. Là, les Pelicans, je comprends pas du tout. Mais le move qu'ils ont fait pour monter de 10 spots à la draft, pour passer de 23 à 13 et donner leur choix de draft de l'an prochain, là, qui était soit le leur, soit celui des Bucks, ça, par contre. C'est un non-sens total. Je pense pas... je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait un seul des 29 autres GM qui aurait fait ce move-là. C'est trop dingue, en fait. Pour ensuite signer, première signature de la Free Agency, un mec qui joue au même poste, qui lui aussi a un petit souci de taille sur son poste, qui lui aussi ne shoot pas. Et tout ça, sachant que tu as Zion Williamson en poste 4. Hein. Effectivement, c'est vraiment le... Il y a des décisions. Juste, Théo, tu parlais de Nico Harrison, le discours où il fanfaronne en disant voilà, c'est ça la vision qu'on avait. Non, ça, mec, t'avais 1,8% de chance. Non, ou alors il reconnaît qu'il savait qu'il y avait un deal et qu'il savait qu'il allait récupérer le first pick. Auquel cas, bon, je ne veux pas y croire. Ne partons pas dans le complot. Attends, j'ai entendu une phrase qui m'a fait rire. Il faut que je la dise. Je crois qu'il a dit là, sa phrase c'était quelque chose du genre Destiny favors the bold, un truc comme ça, genre le destin récompense les audacieux. Mais bold, comment tu peux l'écrire aussi avec un A si c'est pas avec un O. Et du coup, ça fait plus de sens. Les chauves, ouais. Voilà, exactement. Si ça favorise les chauves, ça aurait plus de sens limite dans la situation. Nico Harrison va encore nous divertir, je pense, dans les prochains mois. Question suivante, question de Rika. C'est un peu alors pas dans la lignée totale de ce qui vient d'être demandé, mais elle nous demande tout simplement pourquoi les New York Knicks n'ont-ils toujours pas trouvé de coach. Ils se sont fait recaler par quasi toutes les équipes jusqu'à même essayer de persuader les Bulls de lâcher leur coach s'ils veulent absolument aller chercher Jason Kidd et que Kidd le veut lui aussi. Kidd ne pourrait-il pas démissionner pour ensuite aller signer chez les Knicks? J'avoue que je n'ai aucune idée par rapport à ce sujet, je n'y comprends rien, donc je compte sur vous. Mais moi, je sais même pas pourquoi Kidd... Si tu peux coacher Cooper Flag, pourquoi tu as envie de partir C'est supposément son rêve. Et son fils est passé dans une interview, a fait une interview, je sais plus où, pour dire que c'était le rêve de son père de coacher les Knicks. Voilà. On peut se baser là-dessus. Après, à n'importe quel moment, avec n'importe quelle équipe, je suis pas sûr par contre. En tout cas, si ça se termine avec Mike Brown, si c'est Mike Brown le prochain coach des Knicks, ça devient mon idole personnelle. Il y a eu un deuxième entretien et c'est le seul coach à avoir eu un deuxième entretien de la part de la direction des Knicks. Donc, c'est plutôt bon signe pour lui. Lui, il faut qu'il se reconvertisse en gestion de carrière, en coach de coaching individuel en gestion de carrière. C'est magnifique. Quand tu regardes... Comment rebondir quand tout le monde pense que t'es fini? Et continue à gagner de l'argent en fait. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois qu'il a été viré, il a retrouvé dans la foulée un autre job. Quoi. Je pense que c'est le mec qui a dû cumuler le plus de mandats, tu vois, en tant que coach assistant ou coach. C'est incroyable le parcours de cet entraîneur-là, quoi. Qui a l'air hyper cool. Et comme quoi, tu vois, c'est ça aussi, les people skills, ça peut te mener loin, même en NBA, quoi. Soyez sympa. Voilà. Mais les Knicks, c'est terrible, hein, parce que moi, je comprends le licenciement de Tom Thibodeau. Je suis pas choqué ou surpris par le licenciement de Tom Thibodeau. Mais j'ose imaginer, au moment où on en parle, vous pouvez réécouter les CQFR, c'est que quand Tom Thibodeau se fait virer, on se dit qu'il y a un plan.
Mais ton plan A, ça peut pas être le coach d'une autre équipe, et encore moins ton plan B, et ton plan C, et ton plan D. Là, ça a plus de sens, en fait. C'est à quel moment Léon Rose s'est dit non, mais c'est sûr, ça va marcher, quoi. Ça, c'est surprenant. Et au final, tu te retrouves à faire la draft sans coach et tu commences la free agency sans coach, ce que je trouve presque encore plus dramatique que la draft. Je ne sais même pas si les Knicks avaient un pick, ils n'avaient pas de pick, je pense, de toute façon, à la draft au premier tour. Parce que là, sur la free agency, c'est vraiment la direction que doit prendre ton équipe. Donc là, le coach, tu vois, Jordan Clarkson, il est signé, on ne sait même pas encore qui est le coach. Et tu sais, alors on peut se douter que ça peut être un joueur qui pourra être intéressant pour New York, mais c'est dramatique. Tu sais qu'il y a des deals à négocier, il y a potentiellement, éventuellement un truc avec Giannis Antetokounmpo. Bah, tant que t'as pas de coach, il va même pas regarder du côté de New York, il va même pas se casser la tête. Il y a aucune chance, tu vois. Déjà qu'il y a très peu de chance. Alors là, si en plus t'as pas de coach, enfin bref, c'est dramatique. Moi, j'ai l'explication aussi. Enfin, l'explication. C'est qui c'est qui avait dit ça? C'était dans The Athletic cette semaine, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, l'information la plus récente au sujet de la décision de virer Thibodeau à ce moment-là, c'est que c'est James Dolan qui est intervenu et que lui voulait que Thibodeau parte. Et que du coup, il a pris la décision de manière un peu impulsive, comme il l'a fait parfois par le passé, alors que la direction actuelle, je pense, aurait un peu prospecté, serait dit tiens, tel ou tel coach est disponible, ou on peut tenter de convaincre tel ou tel coach, et ils ne seraient pas fait virer tout de suite, ils auraient attendu un peu. Et je pense que là, c'est l'interventionnisme de Dolan qui a fait qu'il y a ce timing, tout simplement. Et ce ne serait pas très étonnant. Une fois tous les 5 ans, il revient en se disant hey, ça va bien, je vais quand même rappeler que c'est moi le patron de la franchise. Alors que Leon Rose, Jalen Brunson avaient parlé publiquement en faveur de Thibodeau, donc on peut imaginer qu'ils auraient apprécié qu'il continue. Sauf dans l'éventualité où il y avait le coach parfait pour Leon Rose, pour les Knicks qui étaient sur le marché, mais c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, là, c'est pas le cas. C'est que des coachs sous contrat, tu l'as dit Antoine. Et parmi les coachs libres, visiblement, si c'est Mike Brown le meilleur choix, bien sûr que attention, c'est un bon coach, Mike Brown. Il a une expérience de fou et c'est un super gars. Il a été coach de l'année, Mike Brown, avec Sacramento, donc il sait faire des choses. Attention, on ne dit pas que c'est un nul, mais c'est pas. Est-ce que c'est adapté pour une équipe qui aspire à être finaliste NBA à minima et qui a beaucoup investi, non, je pense pas. Donc le choix de base pour Leon Rose, c'était, je pense, de garder Thibodeau. Dolan a dit non, on passe à autre chose, débrouillez-vous, trouvez-moi un coach. Et peut-être même qu'il a dit, bah tiens, et lui, là, vous pouvez pas faire un trade pour essayer un coach qui est sous contrat, et ça m'étonnerait même pas. Tous les 5 ans, il a une petite crise d'interventionnisme aigu en général, James Dolan, et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Et quand on entend parler de lui à New York, généralement, c'est bon signe. Et malheureusement, là, c'est pas très bon signe. En fait, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, je pense que c'est l'explication la plus plausible, ce que tu expliques, mais malgré tout, en fait, les staffs, ils ont des listes, en fait. Genre, Tom Thibodeau, ça date pas juste de l'élimination des Knicks, en fait, qu'il est sur la sellette, tu vois. Je peux pas croire que le staff avait pas quand même commencé à se dire, mais si jamais on venait à changer de coach, vers qui on pourrait aller. Là, t'as vraiment l'impression qu'il... Putain, on dirait moi au lycée, j'arrive et puis je vois tout le monde sortir sa trousse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, il y a contrôle de maths aujourd'hui. Moi, je suis le seul à pas avoir compris ou à pas avoir eu l'information. Là, c'est à ça que ça ressemble. Ça a pas de sens. Le deal qu'ils vont finir par faire avec les Bucks, c'est pour faire venir Doc Rivers. Pas Giannis Antetokounmpo, ça continue, quoi. Enfin, on surveillera de près pendant l'été s'il se passe quelque chose. Peut-être que pendant l'été, il y aura toujours pas de pilote dans l'avion. Non, mais il faut qu'ils trouvent un coach là. Sérieusement, là. Bon, après, heureusement, leur 5 majeur est établi. Ils n'ont pas des gros changements à faire pendant l'été, mais... Ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que les changements que tu dois faire, c'est des changements... Si tu gardes pas Tom Thibodeau, je le redis, qui est un excellent coach NBA, qui est un mec qui rend ton équipe meilleure systématiquement quand il arrive quelque part, qui la rend compétitive. Si tu changes Tom Thibodeau, c'est parce que tu veux spécifiquement débloquer un certain nombre de choses, et je pense qu'on est tous d'accord qu'offensivement, c'était pas suffisant le rendement des Knicks. Donc tu as besoin de quelqu'un qui va arriver avec un plan précis pour développer tout ça, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Si t'arrives à la reprise, je vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est déjà maintenant que ça commence à se faire, ces trucs-là où tu commences à parler avec les joueurs, tu commences à parler avec Jalen Brunson, tu dis pour l'an prochain, voilà, ma vision, ça serait que parfois tu joues un peu plus loin du ballon, ce genre de choses. C'est comme ça que ça se fait, les choses à ce niveau-là. Et donc, d'autant qu'ils vont pas avoir un coach, quoi qu'il arrive, ils n'auront pas un coach qui va arriver comme Phil Jackson a pu le faire par le passé, avec l'aura et la manière de dire, mais maintenant on va faire les choses à ma manière. Ils vont pas récupérer Eric Spoelstra qui va se pointer pour la reprise de la saison NBA. Donc, je comprends pas du tout la
première chose qu'on avait dit après l'annonce du renvoi de Tom Thibodeau, c'est ce que tu as dit, Antoine, qu'on comprenait. Et que limite, je crois qu'on l'avait dit texto, que c'était bien que les Knicks n'aient pas attendu parce qu'ils allaient pouvoir choper un coach avant la draft. On l'a dit tout de suite, quoi. Pour orienter justement les choix de l'intersaison. Moi, j'ai pas les mots en fait pour qualifier ce que les Knicks ont fait sur cette intersaison. C'est complètement dingue. Dans ce cas-là, il fallait garder Tom Thibodeau. Encore une fois, c'est un bon coach. Là, tu veux être champion NBA, tu disais à minima finaliste NBA. Là, vu ton roster, vu les efforts que tu as fait, ton objectif, c'est d'être champion NBA. Et t'arrives, on est quoi? On est le 1er juillet et tout le monde se fout de ta gueule parce que t'as toujours pas de coach. C'est incroyable. Ouais. Question suivante de Roland. Je viens de lire que Devin Booker est impliqué dans toutes les décisions, transfert, draft, etc. concernant les Phoenix Suns. Il est intransférable et on lui promet une méga extension record. Bref, visiblement, il s'agit d'une superstar. Je ne regarde pas spécialement les matchs des Suns, mais pour moi, Booker n'a pas un énorme charisme, est un peu une tête de con, marque des 3 points, des mid-range, des lay-ups en contre-attaque, et c'est tout. À part une finale NBA, pouvez-vous m'expliquer la différence entre Devin Booker et un Zach LaVine ou tout autre joueur qui ne sert à rien? Roland était de bonne humeur et semble apprécier Devin Booker. Pardon, ça m'a fait rire parce que tout était hyper posé et tout, et puis il y a une tête de con qui a fusé, comme ça. Vas-y Antoine, si tu veux. Il est plus talentueux que Zach LaVine quand même. Est-ce qu'il mérite, c'est plutôt la question en fait, est-ce qu'il mérite ce statut d'intouchable, de superstar voilà. De toute façon, à partir du moment où Phoenix peut pas reconstruire de zéro, autant avoir une superstar qui a 29 ans, quoi. Donc que lui soit impliqué au cœur de tout, en tout cas du point de vue des Suns, je comprends pourquoi ils mettent aujourd'hui Devin Booker au centre de tout. Les Suns qui, je le répète, je trouve, rebondissent doucement, c'est des petits rebonds, tu vois, c'est quand la balle, tu sais, quand tu as balancé ta balle rebondissante et qu'elle fait les derniers petits rebonds de fin, mais ils sont au moins sur ces petits rebonds-là, très intéressants, à l'échelle de petits rebonds, encore une fois. Pour les Suns, je trouve ça normal de mettre Booker au cœur de tout aujourd'hui. Pour lui, c'est une autre question, pour lui, il y a une autre question, c'est de se dire pourquoi tu t'entêtes. Mais dans le même temps, on veut que les stars restent au sein d'une franchise. Je ne veux pas blâmer un mec qui peut toucher des tonnes de millions de dollars en jouant dans une ville apparemment prisée par les Américains, au soleil, sans avoir à déménager, dans un cadre qui lui plaît, en ayant les pleins pouvoirs, en ayant son confort. Je peux capter aussi de son regard à lui. Après, qu'est-ce qu'il a de plus que Zach LaVine? Je pense quand même qu'il est quand même plus fort dans tout ce qu'il fait que Zach LaVine. Alors, est-ce que Devin Booker, tu vois, c'est plutôt, est-ce que Devin Booker mérite le même traitement que LeBron James à son prime? C'est ça la question. Non, peut-être pas. Mais bon, à un moment, il y a pas 30 LeBron James et il y a 30 franchises. Donc, à un moment, il faut que tu choisisses ta superstar. Et ça marche comme ça. C'est une ligue de superstars. Donc, les Suns, leur gars, c'est Booker. C'est son équipe. C'est son équipe depuis des années. Il les a quand même menés en finale NBA, ce qui n'était pas arrivé depuis 1993. Il n'a pas été seul. Il y a Chris Paul. Mais je peux capter. Après, honnêtement, tu vois, Devin Booker, c'est intéressant que tu reviennes à cette finale NBA. Je pensais vraiment qu'il avait franchi un cap. Il avait fait des playoffs incroyables, incandescents. Moi, je pensais vraiment qu'il avait passé un énorme cap. Au bout du compte, j'en suis pas sûr. Je sais que c'était en off, je crois, d'un podcast. Antoine, je t'avais demandé est-ce que Devin Booker est vraiment un meilleur joueur que Jamal Murray, par exemple? Tu vois, qui ont des skill sets qui sont proches, je vais dire. Et je pense que dans l'absolu, tu peux dire que Devin Booker... En fait, c'est paradoxal parce que j'ai l'impression que le consensus serait de dire que Devin Booker est un meilleur joueur que Jamal Murray. Au bout du compte, en play-off, alors Jamal Murray, il y a Nikola Jokic à côté de lui. Ça, j'enlève pas. Quoi. Quand même. Mais au bout du compte, aujourd'hui, combien j'ai de souvenirs... Si je compare le nombre de souvenirs de moments clutch que j'ai pu voir de mes yeux de Devin Booker et de Jamal Murray, ça pèse pas dans le sens... la balance pèse pas dans le sens de Devin Booker. C'est un joueur très fort. Le terme de superstar est très vague. Je pense que des superstars, il n'y en a pas plus que 4, 5 peut-être en NBA, que derrière, c'est un petit peu pareil. Et effectivement, tout le monde n'a pas le niveau de LeBron James, je te rejoins là-dessus, Antoine. Mais par contre, Devin Booker, quand même, je me pose un petit peu la question, parce que quand tu regardes le nombre d'équipes dysfonctionnelles dans lesquelles il a été un joueur important, je me pose la question quand même. Tu vois, à quel moment est-ce que vraiment son apport pèse tant que ça dans l'équation ?
Ça, c'est une autre question, mais t'es dur quand même, parce qu'en playoff, il fait des playoffs monstrueux sur l'année où ils sont avec Kevin Durant. Une année, oui, mais une année. Oui, Jamal mais Murray, je peux t'en il y a sortir ce tous les final ans, en aussi. fait, Oui, mais ils sont des pas moments du tout clutch, dans tu le vois. même rôle. Si tu veux, Booker, il a joué moins de campagnes de playoffs. J'ai ses stats de playoffs sous les yeux, hein. En carrière, il est à 28 points, 48% au tir pour un mec qui prend des tirs compliqués. En playoff, 39% à 3 points. Il a que 4 campagnes, tu vois. Et il est 27, 23, 33 et 27 points de moyenne. Il est monstrueux. Et donc, t'as parlé des playoffs, ils vont en finale, mais il est monstrueux dans la série où ils sont. Denver est champion. Phoenix, je le répète, moi je continue de le penser, est la seule équipe qui n'est pas passée loin. Ils étaient à 2-2. Booker, il était monstrueux. Kevin Durant était bon. L'équipe était imparfaite au possible. Chris Paul jouait sur un doigt de pied. Et pourtant, Booker était tellement fort. Après, pour la comparaison avec Murray, je me souviens quand on en a parlé en off, je me souviens qu'on est vite arrivé au truc de c'est impossible de comparer en fait, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le même rôle. Jamal Murray, il aurait le même rôle que Devin Booker. Cela dit, Booker serait peut-être pas aussi fort que Murray dans son rôle parce qu'il y a une entente avec Jokic, mais ce que je garantis, et là pour le coup je suis sûr, c'est que Murray, tu le mets dans le rôle de Booker, je suis même pas sûr qu'il fasse 4 séries de playoffs. Je suis même pas sûr qu'il se qualifie 4 fois en playoffs. Je dis pas que Jamal Murray est meilleur que Devin Booker, mais j'ai l'impression que le gap entre les deux est pas aussi important que ce qu'on pourrait imaginer, que le gap entre Devin Booker et les superstars, parce que c'est le terme qui a été utilisé, est plus grand par contre. C'est plus ça que j'aurais dû le formuler comme ça. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on peut arriver à une autre comparaison. Est-ce que finalement, Devin Booker, il est plus fort que Donovan Mitchell? Tu vois, que ces gars-là, il y en a plein. Chaque année, ces arrières, ça varie d'un truc sur l'autre. Booker, il n'y a pas longtemps, quand les Suns sont au top, justement, on se demande, tiens, est-ce que c'est l'un des 6 meilleurs joueurs de la ligue? Et en fait, bah non, tu te rends compte que non. C'est là où je te rejoins. Tu te rends compte, bah non, il est pas dans le top 6, quoi. Il peut même être au-delà du top 10, peut être au-delà du top 12, peut être au-delà du top 14. Il y a des gens qui aujourd'hui te diront, bah, je préfère Tyrese Haliburton que Devin Booker, c'est délicat. C'est là-dessus que Shai Gilgeous-Alexander, il se démarque, je trouve, c'est la constance avec laquelle il était dans le top 5 des meilleurs joueurs à chaque fois, alors que parfois on lui reprochait d'être peut-être un style moins clinquant qu'un Devin Booker qui a été énorme, hein, ou qu'un Donovan Mitchell. C'est un peu ça la différence. Je voulais juste vous rappeler la fameuse extension de contrat, vous savez de combien elle est? L'extension de contrat de Devin Booker. Ouais, je sais pas, il va toucher 60 000 ou 70 000 l'année, quoi. C'est 2 ans, 150 millions de dollars. Donc que lui, il a envie de rester, on peut comprendre. Et en plus, envie de rester, ça veut rien dire en fait. Il a envie de signer cette extension de contrat qu'aucun autre club pourra lui proposer. Et derrière, on verra s'il reste toujours à Phoenix, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Bon, en tout cas, il est parti pour rester. Et c'est vrai qu'il participe, en tout cas, il a voix au chapitre dans les décisions du front office. On passe à une question de Yann. Je souhaitais revenir sur la draft et sur l'éternel débat. Sélectionne-t-on au talent ou au fit? Brian Wright, le GM des Spurs, disait en interview d'après-draft que dans la NBA moderne, avec de plus en plus de joueurs positionless, il fallait recruter au talent. Je résume un peu évidemment. Il répondait en ce sens à une question d'un journaliste par rapport au fit entre Fox, Castle et Harper. Ma question est donc, la NBA est-elle aussi positionless que ça? Et si en effet c'est le cas, le fit n'est-il pas finalement encore le plus important, non pas en termes de poste pur, mais en termes de compétences et de qualité des joueurs, que ce soit l'athlétisme, le playmaking, le shooting, la défense, la protection de cercle, etc. Moi, je pense que la draft, si tu pioches dans le top 5, t'es fou de réfléchir en termes de fit. Tu dois réfléchir en termes de talent, sauf si vraiment à talent égal, là, tu peux privilégier le fit. Mais sinon, tu prends le meilleur joueur disponible. Tous les exemples depuis des années et des années te prouvent que tu dois prendre le plus grand talent disponible quand tu es en position de drafter. Après, au-delà du top 5, du top 10, ça dépend des points de vue de chacun. Là, ça se discute. Évidemment, à partir d'un moment, si tu pioches en 15, tu es OKC. Tu peux avoir une stratégie, te dire est-ce que vraiment je veux prendre le mec qui a le plus de potentiel, est-ce que je veux prendre le mec qui est prêt tout de suite, est-ce que je veux prendre un mec qui joue sur un poste important. Là c'est différent, mais dans le top, donc l'exemple des Spurs, ils piochent en 2, tu prends le meilleur joueur disponible, ça me semble évident. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a pénalisé les Warriors quand ils prennent James Wiseman, de se dire bah tiens on a besoin d'un pivot, on est léger à l'intérieur. Alors Wiseman il avait aussi du talent et du potentiel, tu vois, mais prends le gars qui a prends la Melo Ball, tu vois. Après la Melo Ball, il y avait aussi des points d'interrogation autour. Bien sûr, c'est une draft un peu particulière, mais il était, enfin bon après. Moi, j'étais la Melo Ball dès le départ. Je savais que ça serait. Enfin, je savais. Non, je savais rien. On sait évidemment pas. Mais il y avait des trucs sur la Melo Ball où tu sais qu'il va être talentueux.
Tu peux voir ses limites tout de suite, mais tu sais qu'il y avait un vrai truc, un vrai potentiel de star. Mais à la limite, c'est une draft particulière. Mais dans l'ensemble, il faut que tu drafts sur le talent. Et pour le fit des Spurs, moi, je le trouve même pas mauvais, le fit, en fait. Castle, comme Harper, ils sont grands, ils sont super longs, ils ont de l'envergure, ils peuvent jouer même les trois ensemble. Ils vont pas le faire souvent, mais s'ils veulent, les Spurs, si vraiment ils veulent, si Harper, il est très fort tout de suite, je suis pas sûr qu'Harper il soit très fort tout de suite. Mais imaginons qu'Harper il soit très fort tout de suite. Mais si tu veux, tu fais même jouer les trois. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Fais jouer les trois. Castle, il va défendre. Castle, il défendait déjà sur des postes 3 et des postes. Donc, qu'est-ce que t'en as à faire? Harper, il fait 1m98 avec des bras gigantesques. Il va défendre aussi sur des postes 3 si vraiment tu as besoin. Donc, le fit est même pas si mauvais. Mais pour la draft, je répète, je pense vraiment tu draftes haut, prends le talent. Talent ou à la limite potentiel, vraiment, si tu veux. Mais où ça se rejoint, je pense, mais pas sur le fit. Je suis complètement d'accord avec toi, Antoine, mais je vais simplement rajouter une nuance. J'ai entendu, je crois que c'est Zach Lowe dans un de ses podcasts, je crois que c'est Zach Lowe qui disait ça, et je pense qu'il a raison. C'est vrai ce que tu dis pour les extérieurs. Pour les intérieurs, c'est plus compliqué parce qu'en fait, l'avantage avec, tu vois, Dylan Harper, ce que tu disais, tu peux le faire jouer. Bien sûr, il peut jouer 1, bien sûr, il peut jouer 2. Bien sûr, je pense qu'à terme, il peut défendre sur des 3, au moins par séquence. Tu peux quand même changer si tu veux sur les écrans. Par contre, sur tes big man, c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué de faire jouer des big man côte à côte s'ils n'ont pas un skill set qui leur permette d'être complémentaires. Et donc, je pense que c'est la seule nuance où. Si tu prends un grand, il faut quand même que ça colle un minimum avec... alors, sauf si c'est... je te dis ça, mais si c'est un talent... Si c'est Victor Wembanyama, la question ne se pose pas. De toute façon, tu vas le prendre en 1. Donc, en 1, de toute façon, tu vas prendre le meilleur. Mais tu vois, si c'est en 7 et que tu as un doute, je pense que c'est pas forcément la même chose. Mais moi, j'ai dit au-delà... J'étais vraiment sur les top picks parce que les Spurs, on a dit 2. Mais regarde, justement, bon exemple pour Wembanyama. Les Rockets, ils piochent en 1. Ils ont Alperen Sengun. Mais jamais tu réfléchis sur le fit en fait. C'est jamais à te dire mon meilleur joueur c'est Alperen Sengun. Mince, je veux pas prendre un gars qui joue. Alors Wembanyama c'est encore très particulier. Mais je te dis pas sur les tops. Ouais, toi, sur le premier choix de draft, je suis d'accord avec toi. Ok, pardon. Moi, je suis dans le top 3. Même, j'élargis. Moi, j'étais au-delà en fait. 5. J'avais dit... Non, mais j'ai dit top 5. Tu prends le talent. Au-delà, la question se pose. J'ai dit au-delà, la question du fit se pose. Et regarde, juste... vas-y. Ouais, vas-y. Non, j'allais rebondir sur le positionless, mais vas-y, j'ai beaucoup parlé en plus. Non, pas de souci, parce que en fait, ta réflexion, je pense qu'elle va au-delà du top 5 en fait. Et même quelque part, tu vois, Utah qui prend Ace Bailey en se disant le mec qui veut pas venir chez nous, on s'en fout. C'est le plus talentueux en fait. Il va venir parce que de toute façon, il va pas aller signer au Qatar ou je sais pas pour pas jouer en NBA. Il va venir. Il va être obligé de venir. Il va venir. On va lui montrer ce qu'on sait faire. On va voir. Il va être sur le terrain et on se débrouillera plus tard. Et en fait, je pense que le move de Danny Ainge qui était. Alors, c'est plus facile peut-être quand tu t'appelles Danny Ainge, mais en fait, il a trop raison. Tu prends toujours le talent en fait. Et même, tu vois, 6 ou 7. Si tu draftes en 6 ou 7, à moins qu'il y ait un coup du hasard, par exemple que tu aies fait finale de conférence, que tu aies récupéré un choix de draft très haut par un ancien trade ou je sais pas quoi, et que tu dises, bah non, il nous manque une pièce, vraiment, pour être champion NBA l'an prochain, là tu cherches le fit, sinon tu prends le talent, et même, limite, tu prends le talent et après tu l'échanges pour récupérer le fit qu'il faut. Bien sûr. Moi, j'allais juste dire, tiens, Chai, j'allais dire sur le positionless, j'aime beaucoup la formule de Brad Stevens. Il y a encore des positions, mais il y en a 3 en fait en NBA. Pour eux, ils voient les big men, ceux qui posent des écrans et roulent vers le cercle et protègent le cercle. Ceux qui vont jouer wings, donc qui vont être 3&D, qui vont être off-ball, qui vont être là à shooter, notamment dans les corners, dans les coins. Et après, tu as celui qui a la balle, donc la star. C'est même pas forcément un arrière. Ça peut être peu importe qui c'est, ça peut être Giannis Antetokounmpo, ça peut être Victor Wembanyama, ça peut être Luka Doncic. Et c'est le gars à qui on va poser, où les big men vont poser des écrans pendant que les 2 wings sont dans le corner et à 45 à attendre la balle pendant que cette star ou le playmaker joue le pick and roll. C'est ça, les 3 postes. Donc, il y a toujours des positions, mais effectivement, en fait, tu peux plus facilement configurer qu'à une époque où on était pas bêtement, mais on était très strict sur 1, 2, 3, 4 et encore, on a vu plein d'équipes qui ont cassé ces codes et que ça a amené à beaucoup de choses dans le basket. Et c'est pour ça que quelque part, la draft des Nets, alors sur les talents, on ne sait pas, j'en sais rien, tu vois, je ne connais pas assez les joueurs, mais je comprends l'idée d'avoir voulu plein de playmakers grands. Tu te dis, bah, ces gars-là, ils pourront tous jouer ensemble et il vaut mieux avoir plein de créateurs, quoi. C'était l'idée derrière leur draft, d'ailleurs. C'était vraiment ça. Ils l'ont expliqué après. Ça peut interpeller parce que tu prends plein de joueurs sur le même poste. Ils en avaient 5 au premier tour, mais c'était Sean Marks l'a expliqué en tout cas.
Après, la question, c'est plus de est-ce que ça te sert à quelque chose d'avoir 5 joueurs, de drafter 5 joueurs la même année? Moi, c'est plus ça qui m'a étonné, quoi. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils essaient de monter à la draft et qu'ils packagent leurs deux picks pour les envoyer à quelqu'un d'autre. Juste pour finir, Antoine, j'aime bien la définition qu'en donne Brad Stevens. Moi, j'ai même l'impression que tu pourrais réfléchir simplement en termes de besoins, en fait. Tu as besoin de tir extérieur pour écarter le jeu, t'as besoin de rebond, t'as besoin de défense, t'as besoin de pouvoir monter la balle ou de créer, et derrière en fait tu t'en fous un peu quel poste fait quoi. Regarde les Nuggets, leur créateur c'est leur joueur le plus grand en fait, et parfois c'est aussi leur joueur le plus adroit à 3 points, et c'est lui qui donne du spacing aux autres. Donc en fait je pense que tu peux même simplement réfléchir en termes de ce dont tu as besoin sur le terrain, et derrière c'est un puzzle, tu mets c'est au staff de trouver comment donner quelle responsabilité à quel joueur. Mais je pense que ouais, c'est en ça, je pense c'est pas du positionless, c'est que je pense qu'on on a quitté comment dire, le mode de pensée dans lequel on disait bah, les grands ils font ça, les petits ils font ça, les moyens ils font ça, et de leur affubler ses responsabilités, où maintenant en fait tu prends les joueurs qui sont capables de faire les choses, et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant comme jeu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Bruce Brown, en fait. Des mecs, et c'est un petit, mais il amène exactement, bah tiens, il nous faut du rebond offensif, de la verticalité et un mec qui pose des écrans. Bah, c'est dans tel line-up, c'est Bruce Brown qui remplit ce rôle, ce besoin. Ça te donne beaucoup plus de flexibilité, en fait, dans tes constructions d'équipe. Une question Black Mirror un peu de Flying Flow. Pensez-vous que l'intelligence artificielle et l'hypertechnologie impacteront la NBA dans un futur proche, et si oui, de quelle manière? À titre personnel, j'imagine assez aisément que l'arbitrage humain sera tôt ou tard complètement substitué par la technologie. Un parquet connecté, un ballon muni de capteurs, des maillots, shorts, chaussures ultra connectés eux aussi, et des caméras scrutant chacun des 10 joueurs sur le terrain ne laisseront plus aucun doute quant à la validité d'une décision arbitrale. Celle-ci sera annoncée par un robot haut-parleur après analyse instantanée des actions en cours. Exemple parmi tant d'autres, panier à 2 ou à 3 points, pied en touche, shoot pris avant ou après le buzzer, un troisième appui sans dribble lors d'une attaque de cercle, un défenseur en mouvement ou non sur un passage en force, un trash talking trop appuyé détecté par la lecture sur les lèvres, etc. On pourrait également décliner cette vision au coaching. Pour ce qui est de la gestion des temps de jeu et des rotations induites, l'IA et la technologie permettraient d'analyser en temps réel le niveau de fatigue et de concentration de chaque joueur et d'établir par là même sa capacité à faire le bon choix. L'IA permettrait également de lister en temps réel les systèmes de jeu offensifs en rotation défensive en fonction du line-up adverse. Quel est votre avis sur la question et pensez-vous que cette vision représentera une avancée? Ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien vu de la part de Flo d'avoir réfléchi à toutes ces situations. Je pense que l'IA va dans les staffs NBA va forcément, de la même manière que les analytiques ont eu un impact, l'IA va aider à faire de l'analytique. Je dis pas qu'il va remplacer, je dis qu'il va aider à minima. Moi, je suis pas allé aussi loin que Flo. Flo a trouvé plein d'idées, mais je pense que l'IA, et ça se trouve, aide déjà va aider à faire de l'analytique. Du côté de l'analyse, je vais dire, de l'analyse de tir et des meilleures positions, etc. Ça répond pas tout à fait à la question, mais je pense que c'est le minima de ce qu'on aura en NBA. Après, sur les scénarios avancés par Flo, je préfère ne pas trop y penser, je vous mens pas. Ça m'inquiète plus qu'autre chose. Donc, est-ce que c'est une avancée? Je dirais que ça me fait surtout flipper. Voilà. Un peu comme toi, Antoine, moi je pense pas que ça remplacera pas en fait, parce que c'est une activité humaine collective qui est basée sur des interactions entre êtres humains. Donc je pense pas que ça puisse remplacer. Est-ce qu'il y aura des volontés de remplacer? Certainement. Ça m'inquiète aussi plus qu'autre chose. Soit la déshumanisation de tout un tas de choses, soit aussi les ressources complètement folles que ça nécessite. Je veux pas faire l'écolo de base, hein, mais on est dans un monde de tarés en fait, d'utiliser autant d'énergie, autant de ressources pour faire sa tête en mode Ghibli et l'envoyer à son cousin qui en a rien à foutre et qui va mettre un pouce sans avoir regardé l'image. On marche sur la tête, franchement. Donc j'espère que je serai 6 pieds sous terre au moment où ça aura pris le contrôle du basket et des autres interactions humaines. C'est plus flippant qu'autre chose pour moi. Moi, en ce qui concerne l'IA plus généralement, mais ça s'applique au basket aussi, hein, mais en fait, tant que ça reste un outil
Et ça peut, parce que il y a pas très longtemps, je me suis mis un peu j'ai fouillé un peu les possibilités. Alors pas pour faire des dessins, hein, Théo, je te rassure. C'était plus pour collecter des infos et tout ça, tout en restant très prudent, parce que c'est extrêmement imparfait, hein, attention. Mais je pense que tant que ça reste un outil, et donc ça aide par exemple des staffs à collecter des données, à atteindre plus vite une information qui les intéresse. Oui, pourquoi pas. Après, l'arbitrage totalement déshumanisé, je suis absolument pas pour. Je veux pas voir ça. Ça me rappelle le jeu sur Super Nintendo, Bill Laimbeer Basketball, avec les robots comme arbitres dans tous les sens. Non, très peu pour moi. Tant que ça reste un outil et que c'est dosé et que c'est pas pour remplacer totalement l'humain, que ce soit les coachs, les arbitres, les joueurs. On va pas aller jusqu'aux joueurs, mais dans le foot, il y en a qui ont pensé à ça, hein, déjà, qui ont pensé à mettre des puces, à changer totalement les règlements par rapport à l'IA. On n'en est pas encore là. Voilà. Moi, si ça reste un outil, ça me dérange pas. Si c'est aussi poussé, parce que là, ça peut ressembler. Tu peux faire un épisode de Black Mirror justement, hein, sur le basket qui deviendrait totalement comme ça et totalement déshumanisé. Et je pense que les scénaristes pourraient parfaitement s'y retrouver. C'est important sur l'arbitrage. C'est important sur l'arbitrage qu'on comprenne que c'est essentiel qu'il y ait de l'humain et que s'il y a de l'humain, il y a de l'erreur. Parce que là, aujourd'hui, justement, on voit le nombre de gens qui se plaignent de l'arbitrage dans n'importe quel sport, au niveau amateur, au niveau professionnel. Dans le foot, c'est toujours persuadé que c'est l'arbitre qui a joué toutes les compétitions. Il n'y a pas longtemps, sur cette finale entre le Thunder et les Pacers, combien de commentaires on a vu sur l'arbitrage. L'arbitrage, aujourd'hui, c'est un facteur du jeu. Et l'ironie, si tu te dis, non, mais l'arbitrage, c'est trop un problème, on va mettre un robot, c'est la première étape, en fait, vers cette déshumanisation. Oh, c'est dur à dire, vous avez compris le mot. C'est dur à dire. Dont tu parles. Et ça ne peut mener qu'à des choses négatives et j'ai presque envie de dire catastrophiques. Parce que si dans tout ce qui arbitre, tu finis par remplacer par un robot, tu vas t'exposer dans notre société à beaucoup, beaucoup de problèmes. Et si tu es prêt à faire pour le sport, tu seras prêt à le faire pour d'autres choses. J'élargis le thème, mais tu sais, Théo, on en parlait une fois sur les robots. Ouais, sur les robots. Les robots que tu construis, le jour où c'est des flics, le jour où il y a des débordements, c'est un robot, il n'y a pas d'humain. Alors oui, on sait qu'il y a des flics, malgré l'effort d'humain, ils appuient sur la détente et tu te poses la question, mais un robot, par définition, il n'aura aucun état d'âme. Et là, j'élargis. Là, je fais du Black Mirror total, mais faut faire gaffe, en fait, à quel point on est prêt à déshumaniser certaines choses. Et la première étape, c'est justement d'accepter l'humain et d'accepter l'erreur. Et voilà. Petit message pour tous ceux qui se plaignent de l'arbitrage, quand même. Comprenons que malgré c'est important. Mais vous pouvez aller re-regarder l'interview qu'on avait faite avec Yohan Rosso l'année dernière, le meilleur arbitre français, qui expliquait très bien ça, justement, et qui permettait de se plonger un peu dans la réflexion des arbitres, dans le côté pédagogique qu'il faut avoir avec les joueurs, le fait qu'ils font des erreurs comme tous les êtres humains. C'était assez intéressant de discuter avec lui. C'est disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver ça. Dernière question du jour, messieurs, une question plus médicale que nous pose Antoine. Petite déformation professionnelle oblige, je m'interroge sur ces ruptures du tendon d'Achille constatées récemment. Ça va directement impacter la saison à venir à l'Est, Pacers, Celtics, Bucks. Chez le sportif récréatif, c'est encore une blessure de la tranche 35-45 ans. Dans les années 90-2000, chez les pros, c'était encore quasiment synonyme de fin de carrière, à l'exception de Doe Wilkins, ou aussi synonyme de déambulateur. À l'époque, le jeu était certes moins rapide, mais les starters passaient plus de temps sur le terrain. Les techniques chirurgicales se sont améliorées avec des retours probants, comme pour KD ou Klay Thompson, bien qu'ils soient diminués. Et on a quand même l'impression d'une recrudescence de ces blessures, même chez des joueurs plus jeunes, si on ne doit pas tirer de généralité de quelques cas particuliers. Que voyez-vous passer à ce sujet? Avez-vous eu des éléments de réponse? Si la recrudescence est-elle réelle? Touche-t-elle vraiment des joueurs plus jeunes? La voit-on aussi dans d'autres sports US, ce qui mettrait plutôt en cause les techniques de préparation physique et de suivi médical? On a un peu cette impression quand on suit la NFL. Et voit-on aussi ça dans le basket FIBA? Bonne question. Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le basket a énormément changé dans la manière dont il est pratiqué. Je voyais passer, j'ai vu passer cette information, elle est incomplète, mais je vous la livre dans sa globalité. C'est qu'en gros, quand tu compares le nombre de kilomètres parcourus par un joueur NBA aujourd'hui dans une même saison NBA, et si tu le compares avec les années 90, ça n'a rien à voir en fait. Il y a beaucoup plus de chemin qui est parcouru. Alors les contacts sont peut-être moins durs que dans les années 90, mais le jeu n'est plus le même en fait. Dans les années 90, on voyait surtout des ruptures des ligaments croisés, enfin du genou, blessure à la cheville. Là, je pense que ça change
change un petit peu. L'autre élément qui me semble important, c'est aussi la manière dont on a pratiqué le sport depuis le plus jeune âge. Pareil, dans les années 90, aux États-Unis en tout cas, mais je pense que c'était le cas un peu partout. C'est sûr, c'est le cas partout. Les jeunes pratiquaient plusieurs sports. Ils étaient beaucoup plus actifs aussi petits. Ils jouaient à chat, enfin des trucs que même nous on a connus. Tu sortais, tu allais jouer dehors. On est dans des sociétés, on est beaucoup plus sédentaires et dans lesquelles il y a aussi une spécialisation dans le sport qui intervient beaucoup plus vite. Donc je ne sais pas si c'est la cause directe des nouvelles blessures qu'on voit aujourd'hui, mais c'est sûr que ça change quelque chose. Et aux États-Unis, plus spécifiquement, le passage avec... tous les tournois AAU, le fait que les gamins jouent maintenant d'un bout à l'autre de l'année, même quand ils sont en pleine croissance, à l'adolescence, etc., et que ça soit toujours les mêmes efforts, alors que voilà, quand si tu fais du badminton ou du tennis et du foot ou de la lutte ou j'en sais rien, tu vas quand même monopoliser pas tout à fait les mêmes articulations, les mêmes muscles de la même manière. Je pense que tout ça amène là où on est. Alors, la blessure du tendon d'Achille particulièrement, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais c'est de ce côté-là que je serais allé chercher peut-être. Ouais, moi, rien à rajouter, c'était très intéressant ce que tu as dit Théo, et je partage. Je sais qu'au baseball, je crois qu'il y a une recrudescence aussi. Et qu'il y a eu quelques études de fait. Julien, Antoine, il nous avait envoyé je ne sais plus quel compte Twitter c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui étudiait les différentes blessures au tendon d'Achille constatées ces derniers mois là. Elles ne sont pas toutes pareilles, mais elles impliquent un niveau de pression sur les jambes qui était très différent de ce qu'il y avait par le passé. Et ça expliquerait aussi pourquoi il y en a aussi souvent. Évidemment, on peut penser tout bêtement au rythme de jeu. C'est beaucoup plus élevé qu'à une époque. Tout le monde est plus sollicité aussi, tous les joueurs à tous les postes, contrairement à avant où c'était un style de basket différent. Donc non, on n'a pas la réponse, mais force est de constater qu'on a l'impression qu'il y en a plus en tout cas. Et on a l'impression aussi qu'on en revient un peu moins mal. On ne dit pas qu'on en revient mieux. Y avait moi je pense à des cas de figure en WNBA forcément où par nature les joueuses sont moins explosives peut-être, mais deux des superstars de la ligue sont revenus très 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 bien du tendon d'Achille, de la rupture du tendon d'Achille. Breanna Stewart qui a gagné des titres derrière et qui est restée l'une des meilleures joueuses du monde. Alyssa Thomas qui elle pour le coup ne shoot pas, donc ça peut aussi limiter l'impact de cette blessure là, mais elles en sont très bien revenues. Les spécialistes travaillent beaucoup mieux dessus et sont bien plus en capacité qu'avant de trouver des solutions pour que les joueurs et les joueuses reviennent bien. Donc en ça déjà c'est rassurant, même si ça arrive plus souvent, au moins on peut mieux en revenir. On va observer ce qui se passera avec Tatum notamment, mais ce sera intéressant. Il y aura un truc aussi peut-être, je repense à la préparation de Zaccharie Rizaché avant son arrivée en NBA, c'est qu'on a créé des athlètes pour que tout soit fait pour être de plus en plus explosif, de plus en plus rapide. J'ai plus exactement la formule de son préparateur physique, mais il disait, voilà, on apprend tout le temps à accélérer, et maintenant on va apprendre à décélérer en fait. Ouais, absolument. Et pour pouvoir mieux gérer les changements de rythme et éviter ce genre de blessures au genou, au tendon d'Achille, etc. Peut-être qu'on va commencer, enfin on le fait déjà, mais on va continuer à préparer de mieux en mieux les athlètes des sports avec énormément de changements de direction, à être prêts à décélérer, sachant qu'eux passent d'une vitesse exceptionnelle à, tu vois, la capacité de décélération en NBA, c'est une clé, quoi. Des mecs comme Westbrook, comme Derrick Rose à une époque, comme Ja Morant, ont besoin d'une capacité de décélération. Enfin, tous, en fait. Même Luka Doncic, une de ses forces, c'est la capacité qu'il a à décélérer et à rester en contrôle. Et voilà, si on travaille de plus en plus ces muscles-là, qui sont le pendant, finalement, des muscles qui agissent sur l'accélération et sur l'explosivité, il y aura aussi peut-être moins de blessures. Peut-être que ça va venir. Après, pour les... Vas-y, Shai, pardon. Non, pas du tout. Vas-y, Théo. Ouais, j'allais dire, pour les 3 blessures qu'on a vues en play-off, Damian Lillard, Tyrese Haliburton et Jason Tatum, je pense pas qu'elles soient comparables les unes aux autres, en fait. Parce que tu as Damian Lillard, qui est un joueur quand même âgé, qui revenait de blessure et qui se reblesse, un petit peu comme Kevin Durant en finale NBA. Tu as Jason Tatum, qui est un de ses super pouvoirs et l'un de ses vrais arguments, tu sais, dans les courses, soit pour le titre de MVP, soit pour être dans le premier 5 NBA, c'est qu'il était tout le temps là, et en fait il a joué énormément de matchs depuis sa saison rookie. Et si on prenait la carrière de Jason Tatum en calculant le nombre de matchs qu'il a déjà joué et qu'on le calquait sur la carrière lambda d'un joueur des années 90 qui aurait fait 2 ans ou 3 ans de fac, et que derrière tu rajoutais ça, tu vois, il a plus de bornes parcourues que son âge ne peut le laisser penser, et
dans le cas de Tyrese Haliburton, à nouveau, c'est joueur d'une équipe qui jouait le plus vite, avec énormément de courses tout au long des saisons. Et lui aussi revenait d'une blessure. Enfin, ça n'a pas été tout d'un coup. Il était lui aussi blessé au moment où il a eu sa rupture du tendon d'Achille. Il y a quand même justement un point commun entre les trois. C'est la blessure au mollet. Les trois ont eu des blessures au mollet. Et on sait qu'il y a peut-être une compensation à ce niveau-là. Entre le mollet et derrière, et c'est exactement aussi ce qui s'était passé pour Kevin Durant d'ailleurs, blessé au mollet avant de revenir. Donc les blessures au mollet, au point où c'est marrant, c'est Kendrick Perkins qui disait ça. Alors il dit plein de conneries, mais sa formule n'était pas complètement bête. Il dit si une franchise me dit que j'ai un calf strain, élongation du mollet, bah je joue pas en fait. C'est que je sais, si la franchise me dit ça, c'est que je sais que, tu vois, eux ils vont pas me dire plus. Mais je sais que je suis mal barré, quoi. Eux, ils vont pas me dire plus parce qu'ils veulent que je joue. Mais ouais, Tatum avait des soucis au mollet, Lillard avait des soucis au mollet et Haliburton avait des soucis au mollet. Ouais. Voilà les gars, pour aujourd'hui. Merci à tous pour vos questions encore nombreuses. On n'a pas tout pu poser, mais retentez votre chance prochainement. Yes, et on se retrouve du coup demain pour un nouveau CQFR. On va continuer de débriefer la Free Agency. Il y a sans doute des deals qui vont tomber cet après-midi, ce soir, dans la nuit. On sera là demain matin au rendez-vous pour faire le point. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.